Bonjour les troisièmes. Donc on se retrouve pour cette leçon sur la valeur des temps du récit. Donc c'est essentiellement de la révision. Il y a des choses dont on a déjà reparlé en classe. Mais là, tout est repris. C'est en complément de la leçon qu'on a déjà faite sur les révisions de la conjugaison des temps du récit. Et là, on va revoir comment on utilise ces temps, pourquoi l'un plutôt que l'autre, et à quel moment pour exprimer quelle valeur spécifiquement. Donc cette vidéo, vous la regardez vraiment attentivement puisqu'elle sera utilisée ensuite en classe pour pouvoir faire les exercices, c'est-à-dire que vous prenez votre temps, si vous avez besoin, vous mettez pause, vous revenez en arrière. Le but, c'est qu'après avoir visionné ce cours, vous devez avoir tout compris, que ce soit remis en mémoire, puisque en cours, on attaquera directement sur les exercices d'application. Donc, on réexplique un petit peu les différents temps utilisés dans le récit. Alors, on va se concentrer essentiellement sur imparfait, passé simple, les temps de référence, ainsi que plus que parfait et conditionnel présent. Même si on le verra, il peut y avoir aussi du passé antérieur. Mais on est bien d'accord, tous ces temps expriment une action au passé. Ceci étant, on ne peut pas utiliser les utiliser les uns à la place des autres. Ils ont des valeurs précises, c'est leur valeur d'emploi, c'est-à-dire qu'ils permettent d'évoquer différents aspects d'une action dans le passé. Ça, on va le revoir ensemble. Vous savez donc que les temps de référence dans un récit, ce qui permet vraiment de raconter les actions principales effectuées par les personnages, ce sont les temps de référence imparfaits et passé simple. C'est elles qui font l'histoire. C'est donc avec ces temps-là que les événements que vivent les personnages sont racontés. Ils servent donc de repères dans la chronologie, c'est pour ça que ce sont les temps de référence. C'est-à-dire que tout ce qui va se situer avant ou après, ce sera par rapport à l'histoire vraiment du personnage, on peut dire le présent des personnages, même si on est dans un récit au passé, comme on l'a vu par exemple dans le texte de Quand Angèle fut seule. C'est le présent des personnages, c'est le jour de l'enterrement de Baptiste, et on a vu qu'on avait plein de retours en arrière, où justement on va avoir notamment des plus que parfaits. Donc les temps de référence d'abord, imparfait et passé simple, que vous savez utiliser, mais ça ne fera pas de mal de revoir tout ça. L'imparfait, vous le savez, c'est un temps qui envisage l'action comme non achevée et non limitée dans le temps, c'est-à-dire en fait une action en train de se dérouler. Alors ça peut être pour plusieurs raisons, mais toujours est-il que cette action, elle n'est pas terminée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle l'imparfait, c'est-à-dire que l'action n'est pas achevée. Donc en premier, vous avez le plus souvent l'imparfait de durée, pour toutes les actions qui sont en cours de réalisation, par exemple, le voyageur marchait depuis plusieurs jours. On a un vague repère pour le début de l'action, mais c'est quelque chose qui n'est pas terminé, qui est toujours en cours de réalisation, donc un imparfait de durée. Vous avez évidemment les imparfaits d'habitude ou de répétition, que vous maîtrisez déjà. Donc par exemple, tous les matins, il se mettait en route très tôt. Là, on a bien un imparfait d'habitude. On voit justement qu'on va avoir systématiquement un indicateur temporel pour nous permettre d'avoir, dans le cas d'une habitude ou d'une répétition, la fréquence précise à laquelle l'action est répétée. Mais globalement, tout ce qui concerne la valeur des temps, c'est évidemment à associer aux révisions qu'on a faites sur la conjugaison, mais aussi à ce qu'on a vu sur les indicateurs temporels. Et ça va nous permettre de comprendre d'autres choses par la suite. Tout ce qui est fait dans cette séquence de révision, tout s'imbrique, tout travaille ensemble, et c'est pour ça que c'est important de revoir tout ça en début d'année. Vous avez aussi l'habitude, évidemment, de l'imparfait de description, ou d'un commentaire proféré par le narrateur dans un récit. Par exemple, la tour mesurait plus de 50 mètres, au sommet, le vent soufflait très fort. Vous pouvez avoir différents exemples. Ça va permettre d'installer le cadre de l'action. On va le retrouver notamment dans la situation initiale d'un récit.
où on va justement pouvoir un petit peu planter le décor de l'action. L'imparfait, il peut aussi exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire qui se font les unes en même temps que les autres. Mon frère lisait, ma sœur faisait la sieste et moi, je m'ennuyais. Vous avez ici 3 actions simultanées qui sont en plus en cours de réalisation et on les conjugue donc à l'imparfait. Donc là, vous avez les différentes valeurs d'emploi de l'imparfait. Ce qu'il va falloir retenir de façon vraiment essentielle, c'est que toutes ces valeurs que l'imparfait peut exprimer permettent de constituer l'arrière-plan dans un récit. C'est le cadre de l'action principale. C'est un petit peu comme si on était sur une scène de théâtre, tout ce qu'on va avoir à l'arrière. Donc soit le décor, soit les actions secondaires, des choses qui sont moins importantes, ça ne veut pas dire pas importantes, mais moins importantes que les actions principales. Donc voilà l'utilisation de l'imparfait dans le récit. Le passé simple, quant à lui, alors vous avez vu, j'ai repris les couleurs qu'on avait utilisées pour la conjugaison. Ça doit vous permettre doit vous servir de repère pour justement vous repérer facilement et pouvoir associer la conjugaison à la valeur. Le passé simple, quant à lui, permet, à contrario de l'imparfait, il permet d'envisager une action achevée et délimitée dans le temps. Elle est ponctuelle, l'action du passé simple, là où, au contraire, l'action à l'imparfait n'était pas délimitée. Donc, ce passé simple, il exprimera toujours l'aspect soudain d'une action. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est courte, il ne faut pas mélanger les deux. On reprendra des exemples dans les exercices en classe, justement, pour bien faire la différence. Exemple, le voyageur marcha pendant plusieurs jours, vous voyez bien que ce n'est pas une action courte, et pourtant elle est ponctuelle parce que l'emploi du passé simple ici montre que l'action est terminée. Alors que juste au-dessus, vous aviez le voyageur marchait depuis des jours, et là, on utilise l'imparfait justement pour montrer que cette action, elle est en cours de réalisation, elle n'est pas terminée. Alors que quand on utilise ici le passé simple, c'est au contraire pour montrer une action ponctuelle et délimitée, une action achevée. Le passé simple, il exprimera l'aspect soudain d'une action et en général, ce sera une action importante. C'est ce qui va permettre d'exprimer le premier plan. Ça peut aussi être la succession de plusieurs actions. Ça, c'est à voir selon le contexte de l'histoire que vous êtes en train de lire. L'essentiel à retenir, dans un récit, l'imparfait exprime les actions d'arrière-plan, la description du décor, les habitudes, les actions secondaires, et le passé simple exprime les actions de premier plan, c'est-à-dire celles qui font vraiment avancer le récit, là où vous avez tendance à dire qu'il se passe quelque chose. Donc voilà pour les temps de référence, et par rapport à ces temps de référence, on va pouvoir situer justement des retours en arrière ou des anticipations. Donc les valeurs d'antériorité, ce qui se passe avant, les valeurs de postériorité, ce qui se passe après. On l'avait déjà expliqué quand on a travaillé sur la conjugaison. Là, vous allez avoir justement un petit peu plus d'explications, mais rien de nouveau en fait. Rappelez-vous simplement, petit moyen mémotechnique, antériorité, ça commence par un A, c'est avant. Postériorité, il y a un P comme dans après. Donc l'antériorité, c'est toutes les actions qui se sont déroulées avant les actions principales, exprimées à l'imparfait ou au passé simple, les actions de référence, on va dire. La postériorité, c'est tout ce qui va se passer après. Donc le plus que parfait, qu'on avait identifié en rouge dans la conjugaison, exprime l'antériorité par rapport au temps de référence. Ce sont toutes les actions qui se sont déroulées avant les actions de premier et d'arrière-plan. On parle alors d'actions accomplies, parce qu'évidemment, celles-ci, elles sont bel et bien terminées. Il retrouva ce livre qu'on lui avait offert autrefois. Il y a évidemment une antériorité. Il lui a été offert bien avant qu'il le retrouve. Il était heureux car son frère avait réussi son examen. S'il est heureux à ce moment-là, c'est parce que auparavant son frère a réussi son examen.
Pour être exact, le passé antérieur doit être aussi utilisé dans le récit. Lui, il va exprimer les actions antérieures au passé simple. Souvenez-vous, dans le tableau de conjugaison, on avait expliqué qu'il y avait toujours une correspondance entre les temps simples et les temps composés. Le plus que parfait est en face de l'imparfait parce que sa conjugaison, c'est auxiliaire à l'imparfait plus participe passé. Le passé antérieur est en face du passé simple parce que sa conjugaison, c'est auxiliaire au passé simple plus participe passé. Et je vous avais dit que tous les temps composés ont en fait cette valeur d'antériorité par rapport au temps simple qui leur correspond. Donc si on veut être vraiment exact, le plus que parfait exprime une antériorité par rapport à l'imparfait, alors que le passé antérieur exprime une antériorité par rapport au passé simple. Quand il eut rangé ses papiers, il sortit de son bureau. Je le mets entre parenthèses parce que de plus en plus, vous allez trouver le plus que parfait utilisé de façon générale dans le récit. Mais il faut bien savoir que c'est normalement plus que parfait et passé antérieur, avec en fait la même distinction qu'entre imparfait et passé simple. Sauf qu'ici, bien sûr, on est toujours dans l'antériorité des choses qui se sont passées auparavant. Hein, une sorte de, on l'avait dit en travaillant sur la frise, de passé dans le passé. C'est encore plus passé que les actions principales. À l'opposé, on va avoir le conditionnel présent, dont on a revu la conjugaison. Ce conditionnel présent, il exprime la postériorité par rapport au temps de référence, donc il va se dérouler après les actions de premier et d'arrière-plan. On avait expliqué que dans le récit, on l'appelle futur dans le passé, puisque ce sont des actions qui se sont déjà déroulées, puisque toute l'histoire est racontée au passé. En revanche, par rapport au présent des personnages, aux actions principales, elles ne se sont pas encore déroulées. Il y a une postériorité, c'est quand on fait une anticipation dans le récit, ça on en reparlera dans les techniques de narration. Ce conditionnel présent, on avait vu que dans sa conjugaison, c'est un mélange de futur et de passé, puisqu'on a le radical du futur simple, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et bien en fait, sa valeur aussi, c'est un mélange de futur et de passé, puisqu'il exprime un futur dans le passé, une postériorité par rapport aux actions principales. Exemple, je savais que tu viendrais le plus vite possible. Vous avez là une action principale, principale d'arrière-plan, mais une action de référence, et tu viendrais qui va se passer ensuite, qui n'est pas encore réalisé au moment où je le sais. Le conditionnel présent exprime donc évidemment un fait non accompli puisqu'il ne s'est pas encore déroulé. Dans la narration, justement ce que je vous expliquais, le plus que parfait, avec sa valeur d'antériorité, il permet au narrateur d'effectuer un retour en arrière. Alors que le conditionnel présent, avec sa valeur de postériorité, permet de faire une anticipation sur la suite du récit. C'est ce qu'on avait vu aussi dans le petit texte qu'on avait travaillé quand on a révisé ces conjugaisons. Donc voilà pour les notions importantes à comprendre dans un premier temps, il va falloir les retenir ensuite, mais pour le moment, pour la séance de jeudi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez compris tout ça. Si besoin, vous le réécoutez. Et on se servira de ça pour... Alors, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué, vous les notez au crayon de papier sur votre cours pour penser à me les poser lors de la séance de jeudi. Et on se servira de tout ça pour voir justement dans les textes comment on peut repérer ces différentes valeurs d'emploi des temps du passé dans le récit. Merci et à jeudi.